Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe qui va être consacré à la presse européenne à Bruxelles. Il y a de plus en plus de correspondants étrangers dans la capitale européenne. On en parle avec Laurent Briet du Presse Club de Bruxelles et avec Stelios Kouloglou, député européen et journaliste. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et je vous signale que vous aurez droit à un bonus dans cette émission, une intervention détonnante de Jean Quatremer, le célèbre correspondant à Bruxelles du quotidien Libération. Mais tout d'abord, je vous présente Laurent Briet. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Presse Club de Bruxelles. Alors d'abord, c'est quoi un Presse Club? C'est un club où les journalistes se retrouvent pour boire un verre et jouer au bridge, ou c'est un peu plus que ça? Alors, c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, je ne crois même pas qu'on ait de cartes dans le Presse Club. Non, c'est un endroit très sérieux de rencontre et de dialogue. Alors, pour un peu parler de sa genèse, c'est une initiative de la région de Bruxelles-Capitale et de l'International Press Association, en fait l'ensemble des associations qui représentent les journalistes, les correspondants étrangers basés ici à Bruxelles. Et il faut se remettre un peu faut avoir un peu en mémoire qu'il y a une quinzaine d'années, quand on a commencé à travailler sur l'initiative, on sortait d'une affaire du trou, nous avons eu des poulets à la dioxine et finalement un État sans gouvernement pendant 500 jours. Et la Fédération des entreprises de Belgique rappelait régulièrement que ça avait une incidence sur notre image à l'étranger et qu'on pourrait peut-être aller rappeler aux correspondants étrangers que nous avons des success stories, des leading companies, on a une attractivité aux investissements étrangers et qu'on pourrait peut-être aller rencontrer ces 750 ou 850 correspondants étrangers pour leur dire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un manque d'un espace de rencontre avec eux ici à Bruxelles. Et on s'est mis en tête finalement, les espaces de rencontre avec les journalistes, ce sont des presse clubs. Et on a un peu regardé quels étaient les différents modèles de presse clubs dans le monde. Il y a des presse clubs un peu partout dans le monde et il y a des liens entre vous. Et il y a surtout des liens entre eux. Alors, les presse clubs, il y en a une soixantaine en Europe, il y en a probablement plus de 250 dans le monde. Et nous nous sommes inspirés des modèles de Vienne, qui existent depuis 150 ans, de Paris, de Washington et de Genève. Et finalement, d'ailleurs, nous l'avons inauguré en 2010 avec le président Barroso. Et une des premières choses que nous avons fait, c'est précisément d'intégrer le Presse Club de Bruxelles dans ce réseau mondial des presse clubs. Et pour l'anecdote, nous avons été à Washington en mission économique. Nous avons accompagné la mission économique du prince Philippe, il était prince à l'époque, et nous avons signé un partenariat avec le National Press Club de Washington. Et je me souviens de cette cérémonie de signature qui s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur Matthijssen. Il y avait ce président avec qui j'étais assis à côté de moi, c'est sur une grande table de signature, qui me demande, Laurent, qui sont ces gens en face de moi? Et je lui dis, vous avez le prince Philippe, Princesse Mathilde, ministre Marco, ministre Van Ackeren, ministre Meuters, ministre Serex, ministre Van Raas. Et puis il m'a dit, mais Laurent, the All Belgium Cabinet is attending. Et finalement, c'était le président d'un presse club qui existait depuis un siècle, avec 4600 membres, 30 millions de dollars de budget, 107 employés. Et j'étais le directeur d'un presse club qui existait depuis 6 mois, avec probablement pas 2-3 000 euros sur nos comptes en banque, quelques centaines de membres. Et on s'est rendu compte immédiatement que l'important, ce n'était pas la taille du presse club, mais c'était finalement son existence et son intégration dans les réseaux étrangers. Nous avons continué depuis lors à soutenir les visites d'État, les missions économiques. Je repars encore en mai prochain au Sénégal, où j'accompagne la princesse Astrid. Et ici à Bruxelles, c'est donc un endroit où se retrouvent les journalistes et où des événements sont organisés. Organisés par qui ? Alors, les gens qui l'organisent, quand nous avons lancé l'initiative, on m'avait dit essayez de faire 5 événements par mois. Aujourd'hui, le mois dernier, nous en avons fait 50. Et donc, les événements sont essentiellement des conférences de presse, bien entendu, mais beaucoup de débats. Nous recevons demain la vice-présidente de la Commission européenne sur un débat sur l'état de
la presse dans l'Union européenne. Nous avons ce matin une conférence débat sur l'Iran. Et vous avez marqué l'actualité parfois en recevant par exemple Carlos Puigdemont, le leader catalan qui a eu quelques problèmes en Espagne. Alors c'était une surprise pour nous de l'accueillir, mais parce que d'abord nous avons reçu cet appel à 10h du matin et d'accueillir Puigdemont parce qu'il était un peu sensible pour le Résidence Palace qui est sous la tutelle du Premier ministre, de l'accueillir. Et à ce moment-là, on a Donc c'est au moment où il était sous le coup d'une condamnation en Espagne. Il venait de quitter l'Espagne la veille, il est arrivé ici à Bruxelles et finalement il est arrivé, 300 journalistes sont arrivés avec 50 caméras de télévision. Et un journaliste avait déclaré mettre 300 journalistes au Press Club, c'est comme essayer de mettre 12 sardines dans une boîte de 6. Et nous avons... Mais je reconnais qu'il y a eu un avant Puigdemont, un après Puigdemont, c'est-à-dire qu'en mettant notre logo sur toutes les chaînes de télévision du monde qui ont tourné pendant 48 heures, il a renforcé encore plus l'image de Bruxelles. Il a déclaré... Mais Bruxelles est devenue une ville incontournable aujourd'hui pour la presse internationale. Alors, depuis que Puigdemont avait déclaré en 45 minutes 3 fois, je suis venu à Bruxelles parce que c'est la capitale de l'Europe. Et finalement, on m'avait dit à l'époque, Laurent, est-ce qu'il était nécessaire de l'accueillir, etc. Je dis, écoutez, on fait beaucoup de campagnes pour positionner Bruxelles comme capitale de l'Europe. On ne va pas se priver de quelqu'un qui vient le dire devant 50 caméras du monde. Alors, le leadership de Bruxelles, il augmente encore. Hein. Je pense que ce n'est pas finalement il est important que Bruxelles développe des outils de communication et c'est à travers le développement du Press Club de Bruxelles que finalement, si Bruxelles a des outils de communication, on va venir communiquer depuis Bruxelles. Mais le travail finalement, c'est la Commission européenne qui a pris un tel leadership, notamment dans la gestion de la crise sanitaire, puis de la crise énergétique, qui fait que ce leadership de Bruxelles renforce Bruxelles comme pouvoir, comme lieu de pouvoir, et nécessairement attire... Cela dit, même des anti-européens frappent à votre porte. Je pense à Marine Le Pen, elle est venue chez vous. Vous avez hésité à ouvrir ? Alors, en fait, c'est une anecdote, mais également, il y a 8 ans, en 9 ans, nous avions été sollicités par Marine Le Pen pour organiser un événement au Press Club. Et j'avais freiné avec l'esprit du cordon sanitaire belge, qui fait que, voilà, on n'invite pas dans les plateaux l'extrême droite française. Et puis, finalement, ce sont les correspondants français qui, à l'époque, me l'ont reproché. Laurent, tu ne connaissent pas le cordon gères sanitaire. l'espace, mais tu nous as privés d'une opportunité de questionner Mme Le Pen sur ses engagements, sur ses positions européennes. Ce qui fait que, il y a quelques mois avant l'élection présidentielle l'année dernière en France, elle a sollicité de venir, nous l'avons accepté, et finalement, un des correspondants de France Télévisions qui m'avait reproché 9 ans avant de ne pas avoir répondu, de ne pas l'avoir accueilli, finalement, il a posé 2 fois des questions à Mme Le Pen, elle n'a jamais répondu à ces questions. Elle était venue faire son statement sur sa position, mais pas pour répondre nécessairement à toutes les questions des journalistes. Vous avez parfois des pressions pour ne pas inviter certaines personnalités ou aborder certains sujets ? Non, dans l'absolu, tant que nous respectons la loi, la moralité, pas de sujet haineux, finalement, la règle de conduite, c'est la formule de Voltaire qui n'aura probablement pas jamais dite, c'est « je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je ferai tout pour que vous puissiez les exprimer ». Et c'est vrai que nous avons à ce niveau-là un board, une petite cellule qui analyse les événements que nous... Et il y a 1 mois ou 2, nous avons été sollicités pour la diffusion d'un film, d'un documentaire sur l'Ukraine et la corruption en Ukraine. Alors, la corruption en Ukraine, ça n'est pas un scoop en soi, elle existe, mais est-ce qu'il y avait un momentum pour en parler maintenant, sachant que probablement ça intègre une propagande russe? C'est souvent les questions que nous devons débattre. Et c'est vrai que nous avons aussi... c'est un espace où nous avons des pressions, hein, quand on évoque des événements on fait des événements sur le Cachemire, avec les Kurdes, sur les Ouïghours, sur Taïwan, sur différentes régions du monde, sur la Palestine. Ça ne fait pas toujours plaisir aux voisins et de temps en temps, on nous rappelle que Laurent, devez-vous vraiment faire cet événement sur Taïwan? Bon, merci de votre appel, j'espère que vous allez bien, mais l'événement, on le maintient à l'agenda. Alors, on va écouter maintenant Jean Quatremer, qui est le correspondant à Bruxelles du quotidien Libération. Jean Quatremer, à qui j'ai demandé si être correspondant étranger à Bruxelles, c'était finalement une promotion ou une punition.
Écoutez-le. D'abord, on n'est pas correspondant à Bruxelles, j'arrête tout de suite, on est correspondant auprès de l'Union européenne. Manque de chance, c'est à Bruxelles. Pourquoi manque de chance? Parce qu'il fait un temps pourri, la ville n'est quand même pas extraordinaire, on s'y ennuie un peu. Donc, je dirais que l'Union européenne, c'est une promotion, Bruxelles, c'est un peu une punition. Et quand on est correspondant depuis des décennies ici à Bruxelles, est-ce qu'on se sent encore étranger? Oui, et les Belges nous le font bien sentir. Et vice-versa? Non, pas véritablement. Non, non, contrairement à une image très répandue, les Belges ne sont pas accueillants. Ils sont gentils, mais ils ne sont pas accueillants. Ils nous considèrent un petit peu comme une excroissance subie, mais pas admise. Quand vous arrivez à la gare du Midi, par exemple à Bruxelles, vous avez vu un drapeau européen, vous? On vous indique qu'il y a un quartier européen. Est-ce que l'Europe fait partie du débat national belge? C'est comme si l'Europe n'existait pas à Bruxelles. Voilà, la seule chose qu'on entend, c'est les Belges râler contre les loyers élevés dus à ces Européens, aux quartiers squattés par des Européens. Mais je signale à nos amis bruxellois que c'est eux qui font des loyers élevés, c'est eux qui vendent leurs maisons très chères à des Européens et qui sont ravis d'avoir cette opportunité. Donc non, on peut être ici pendant 30 ans, 40 ans, j'entends encore des gens me dire « mais si t'es pas content, rentre chez toi ». Voilà. Ça ne dérange personne. Donc les Européens, ici, effectivement, ne se sentent pas accueillis, ne se sentent pas chez eux. Et je peux le dire aujourd'hui. Coluche avait déclaré un jour, si on vous explique la Belgique et que vous avez l'impression d'avoir compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. On pourrait dire la même chose de l'Europe? On pourrait dire exactement la même chose de l'Europe. L'Europe, c'est complexe et ça ressemble étrangement, effectivement, au fonctionnement de la Belgique. Mais ça m'inquiète, d'ailleurs, parce que quand on voit l'état de la Belgique aujourd'hui, je me dis que si on ne simplifie pas rapidement le fonctionnement de l'Europe, on risque de terminer comme la Belgique, c'est-à-dire un pays qui est de plus en plus dysfonctionnel et, au fond, dont les citoyens se moquent. Je veux dire, ici, qui s'intéresse, même un citoyen belge, est-ce que quelqu'un croit encore à l'avenir de la Belgique? Bon, la Belgique est là, elle existe. C'est quand même le pays qui a réussi à vivre quasiment 2 ans sans gouvernement, sans que ça ait d'influence sur la vie des gens, sans que l'économie s'en porte plus mal. C'est extraordinaire quand même. Ça prouve que les gens, au fond, ici, peut-être n'ont pas besoin d'un État, vivent très bien dans cet état d'anarchie qui est devenu ce pays. Est-ce que l'Europe sera capable de faire ça? J'en suis moins certain. Dernière question, il faudra bien lui trouver quelque chose dans quelques années. Emmanuel Macron, futur président du Conseil européen? Alors, si Emmanuel Macron est président du Conseil européen et s'il se comporte comme il se comporte aujourd'hui en France, je pense qu'au bout de 2 ans de mandat, ça se terminera par des concerts de casseroles. Donc je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un qui... les bons présidents du Conseil européen, ça a été des 2 Belges, même si je n'aimais pas beaucoup Herman Van Rompuy, ça a été un très bon président du Conseil européen. Charles Michel est un très bon président du Conseil européen. Donald Tusk, un peu moins, polonais. Donc je pense que c'est plutôt peut-être des représentants de petits pays qui ont appris que l'arrogance ne menait à rien, qui sont destinés à ce poste. Emmanuel Macron, je ne le vois pas là. Sacré Jean Quatremer. Réaction, Laurent Briet? Écoutez, la seule chose que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de drapeau européen à la gare du Midi. Après, Jean Quatremer, il est arrivé ici il y a 25 ans et il a dit « j'y vais pour 6 mois ». Alors j'ai un peu le sentiment qu'il a lui le sentiment d'être toujours en garnison ici à Bruxelles. Je crois que s'il n'aimait vraiment pas cette ville, il l'aurait déjà quitté depuis longtemps. Je ne pense pas, à mon avis... je ne crois pas qu'il soit vraiment... il déteste autant la ville, en privé, en tout cas un peu moins. Est-ce que parmi les journalistes étrangers à Bruxelles, il y a des faux journalistes? Allez, des espions? Alors, il y a assurément les espions. C'est peut-être pas toujours ceux qu'on croit, parce que je crois que le vrai espion, vous ne savez pas ce qu'il est. Alors, effectivement, nous avons... sans doute, beaucoup de gens font plus du renseignement que du journalisme. Hein. Il y a énormément de journalistes asiatiques qui sont ici. D'ailleurs, il y en a qui ont été remerciés, notamment par la Commission européenne, où on a retiré les accréditations. Et quelques Russes également. Oui. Mais on a eu, nous avons, après l'invasion de l'Ukraine, nous avons eu comme ça une dizaine de demandes d'adhésion de médias russes qui sont arrivés dès le lendemain ou les 3 jours après. Ils sont venus, ils ont rempli. Alors, ce sont des gens qui ont des accréditations officielles de l'Union européenne. Ce sont des journalistes reconnus même par les autorités belges. Et bon, nous les accueillons. Et
Je pense que nous avons énormément de journalistes qui font du renseignement et qui viennent. Ce sont des espaces où il y a énormément d'événements, où les journalistes ont la capacité de rencontrer énormément de gens à l'occasion des 2-3 événements que nous organisons par jour. Et effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de journalistes qui font du renseignement. Alors, je sais que la question de la liberté de la presse est une question qui vous intéresse, bien sûr, au plus haut point. Il y a en Europe un pays qui inquiète quelque peu, c'est la Grèce, qui fait figure de mauvais élèves. Et précisément, on va rejoindre en duplex Stelios Kouloglou. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, mais vous êtes aussi réalisateur, vous êtes écrivain et journaliste. Au fond, est-ce que vous vous sentez encore aujourd'hui, Stelios Kouloglou, vous vous sentez encore journaliste? Ah, absolument, absolument. Je ne suis pas politicien par profession, je suis presque par hasard. Ici, je continue à faire des documentaires, à écrire des chroniques et tout ça, presque quotidiennement. La liberté de la presse pose question aujourd'hui en Grèce. Les journalistes sont devenus les ennemis du gouvernement? Oui, les grands ennemis, et pour cause, parce que si vous voyez comment la présentation des faits s'est faite à la télévision et à l'Internet, c'est tout à fait différent et ça a une influence énorme à ce qui concerne le comportement électoral du public. Ça veut dire que les gens qui voient la télé, les plus âgés, votent pour la nouvelle démocratie, le parti de M. Mitsotakis, tandis que les plus jeunes qui ne regardent pas la télé et qui prennent des informations à travers l'Internet vont en faveur de la gauche et de Syriza principalement. C'est tout deux mondes complètement différents. La télévision en Grèce, elle est contrôlée aujourd'hui par le gouvernement? Absolument. À la fois la télévision publique et les chaînes privées. La télévision publique, l'ancien chef du cabinet de la presse de M. Mitsotakis, quand lui il était à l'opposition, il est maintenant le président du service public et aussi le Premier ministre contrôle à son propre personnel contrôle l'agence de nouvelles de la presse grecque. Les chaînes privées ont été, sous le prétexte de Covid, de la pandémie, du confinement, ont été financées par les fonds publics, d'ailleurs les fonds européens, par rapport à leur position politique envers le gouvernement. Et comme tous les chaînes soutiennent le gouvernement, tous les grands chaînes nationales soutiennent le gouvernement, alors ils ont reçu des énormes sommes d'argent et ça va de même pour la presse écrite, les radios, etc. Alors, RSF, Reporters sans frontières, établit chaque année un classement de la liberté de la presse dans le monde et en Europe. Et on voit que la Grèce dégringole. Elle est à la dernière place en Europe, après la Bulgarie, après la Hongrie de Viktor Orban. Inquiétude? Oui, malheureusement. C'est une chute énorme par rapport aux années précédentes. C'est il y a manipulation. Financement illégal, des assassinats d'un journaliste, censure, autocensure. Vous avez tous les mots concentrés. C'est quelque chose très mauvais, une évolution très mauvaise qu'on voit maintenant. Alors, ce classement, le Premier ministre Mitsotakis a déclaré, excusez-moi l'expression, il a déclaré « c'est de la merde ». Oui, mais ce n'est pas seulement le cas des Reporters sans frontières. Toutes les organisations internationales sur la presse disent la même chose. Tous les rapports qui ont été faits
par tous les NGO, tout le monde disent que la presse en Grèce est contrôlée, est manipulée. Ce n'est pas la presse libre. L'Organisation internationale de journalisme, la Fédération européenne, tout le monde, tout le monde. Alors Mitsotakis, il est beaucoup vexé parce que son profil européen a été endommagé, mais c'est la vérité. De quoi le gouvernement grec a peur, en fait, au point d'être soupçonné d'avoir mis sur écoute des journalistes, hein? Évidemment, il y a la question de la surveillance des journalistes, des politiciens, de deux membres du Parlement européen, dont un, c'est le chef du Parti socialiste. Alors, ils ont essayé de découvrir le scandale, de manipuler l'évolution des scandales en utilisant le contrôle sur la presse. Mais aussi, il y a un impact direct et très sérieux sur le comportement électoral des citoyens que je viens vous expliquer. Là, vous faites allusion au scandale Predator, ce logiciel qui a permis d'écouter des journalistes, mais aussi des hommes politiques, un scandale qui a été révélé l'été dernier. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est le gouvernement qui est derrière ces écoutes? Ah oui, absolument. Parce que nous avons les mêmes manières de surveiller, et nous avons les mêmes modus operandi. Ça veut dire qu'il y a des journalistes qui inquiétaient sur la corruption du gouvernement. Ils ont été surveillés par l'agence secrète grecque officielle. Une fois ils ont compris que quelque chose s'est passé, alors la surveillance a été terminée par l'agence secrète grecque et le Predator a commencé à le surveiller. La même chose a passé avec M. Androulakis, le chef socialiste, et aussi avec de tout le monde, de tout le monde presque. Il y a un centre qui coordonne la surveillance, à la fois par le service secret grec et Predator, qui est un service privé. Quelquefois, le service secret grec surveille des gens pour des questions individuelles. Ça veut dire parce qu'il y a un antagonisme avec des autres entrepreneurs et tout ça. C'est complètement. S'il y a une merde, comme M. le Premier ministre disait sur le rapport du journaliste avant-hier, c'est la merde de la surveillance en Grèce. Mais l'enquête est toujours en cours, hein? L'enquête est toujours en cours, à la fois du Parlement européen, mais la justice grecque a été aussi contrôlée, il est toujours contrôlé par le gouvernement. Et ça pose tellement de problèmes parce que la justice ne fait pas son boulot. Par exemple, quand le scandale de surveillance a éclaté, le procureur général de la République a lancé une enquête, non pour la surveillance, mais pour lui qu'il a relevé, qu'il a donné les documents de la surveillance à la presse. Alors, la justice n'a rien fait, il est en retard, il a commencé l'enquête 2-3 mois après les révélations, les premières révélations. Pendant ce temps-là, les responsables, les coupables ont eu tout le temps de couvrir le scandale et tout ça. Dernière question, Stelios Kouloglou, rassurez-nous, la Grèce est quand même toujours une démocratie. Oui, c'est une démocratie, évidemment, mais l'état de droit a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Et le gouvernement Mitsotakis a fait d'énormes mal à ce qui concerne toutes les institutions, la presse, la justice, la police, les services secrets qui ont été démantelés
à tout le monde. Alors nous avons beaucoup de problèmes et la démocratie va mal, va très mal. C'est pas mon conclusion, c'est la conclusion, vous voulez la voir, la conclusion à la fois de PEGA, de la comité spécial du Parlement européen qui inquiète sur la surveillance, et aussi de l'IBE, c'est la comité qui est responsable pour l'état de droit aux différents pays membres de la communauté européenne, de la Commission, de l'Union européenne, pardon. Merci beaucoup Stelios Kouloglou. Laurent Briet, petite inquiétude de votre part, tout ça, ça se passe en Europe, hein? Oui, ça se passe en Europe et bon, ça se passe également en Hongrie, ça se passe en Pologne, c'est des pays avec lesquels nous sommes très liés et nous activons des initiatives toujours pour supporter la liberté d'expression. D'ailleurs, dans ce travail, et j'écoutais Stelios et j'espère que cette thématique sera... nous travaillons nous accompagnons le Parlement européen, puisqu'il dénonce ça ici au Parlement européen. Nous accompagnons le Parlement européen dans l'organisation du prix Daphne Caruana Galizia de journalisme. Ce sera dans quelques jours. Hein. Nous relançons la 3e édition le 3 mai prochain. Et c'est ce prix de journalisme qui honore la journaliste maltaise assassinée pour avoir dénoncé les faits de corruption. C'est un prix qui souhaite soutenir la pluralité de la presse, des médias en Europe, la liberté d'expression. Et j'espère bien que nos amis grecs vont massivement, les Journalism Investigative Centers de l'ensemble de l'Europe vont pouvoir dénoncer la situation actuelle en Grèce. Laurent Briet, merci de vous être arrêté à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.